21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Faut que je raconte. J'étais attablé au fond de ce boui-boui, une cantine chinoise qui de l'extérieur ne paye pas de mine. Là-bas, impossible de réserver à l'avance. Comme tout le monde, faut faire la queue, et pas qu'un peu. Attendre que le cerbère à l'entrée daigne vous adresser la parole, indique une table pour enfin pénétrer à l'intérieur. Hier soir, j'avais traversé la ville en diagonale pour m'asseoir au milieu du brouhaha. Pour quelques euros à présent, j'étais devant ma soupe au bœuf haché, pimenté, plus. Qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans ? Je saurais pas dire. Mais cette mixture-là est addictive. C'est pour elle que je me suis assis dans ce rade. Aussi, parce que l'endroit me rappelle cette fille qui m'y a emmené la première fois. Hier, seul à ma table, je repensais à cette fois-là où elle était assise en face de moi. À présent, la chaise était vide. Autour, des jeunes gens, encore étudiants pour la plupart. Mes oreilles captent des bouts de conversation dont aucune ne parvient à susciter mon intérêt. À ma gauche, il y a un couple, la soixantaine, qui dénote avec l'ensemble du tableau. L'homme me demande s'il peut emprunter la bouteille de sauce piquante posée sur ma table. Ça y est, la discussion s'engage. C'est des Lyonnais. Ils sont à Paris pour voir leur fils qui fait du théâtre. Il y a 10 ans, après avoir eu son bac, il leur avait annoncé que c'est ça qu'il voulait faire de sa vie, du théâtre. Malgré les craintes quant à son avenir, il l'avait encouragé, eux, ses parents, du mieux qu'ils pouvaient. Aujourd'hui, le théâtre, leur fils, il en vit. Le père m'a raconté que samedi dernier, sa femme et lui s'étaient rendus dans cette petite salle de spectacle dans laquelle leur fils jouait une toute nouvelle pièce qu'il a lui-même écrite. Ni lui ni sa femme ne savaient ce qu'ils allaient voir. Pourtant, après que le rideau se soit levé, ils ont vite compris que c'était directement à eux que la pièce s'adressait. Devant une salle remplie, leur fils avait fait son coming out. C'était ça l'objet de la pièce. Un long monologue durant lequel il interprétait tantôt son père, sa mère et puis lui-même. Il expliquait les raisons qui l'avaient poussé à toutes ces années à ne rien dire, comment ça l'avait fait souffrir. La mère semblait encore très remuée par cette soirée, émue au souvenir de cette représentation si singulière. Le père, lui, avec un sourire, m'a dit « Je crois qu'on s'en doutait un petit peu ». Tous les deux semblaient fiers de leur fils. D'ailleurs, le lendemain, ils retourneraient au théâtre, le voir et l'écouter sur scène, dire ce que durant toutes ces années, ils n'avaient pas pu leur dire, en vrai. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Et vous, comment allez-vous ce mardi ? C'est juste avant la nuit qui démarre votre libre antenne pour écouter la vie des gens, en vrai, depuis YouTube. Je vous salue tous, vous qui êtes sur YouTube actuellement, sur les réseaux sociaux, et puis sur le www.johanrock.fr. Tiens, enfin, je voudrais dire bonsoir à Claudia sur le chat, qui m'écrit « Bonsoir Johan ». C'est la toute première soirée que je peux écouter votre émission privée. J'ai écouté votre émission avec France Bleu début 2024 lorsque j'habitais au Canada, à Calgary. Depuis août 2024, j'habite à Paris et néanmoins seulement aujourd'hui, j'ai l'occasion de vous écouter ici. J'ai hâte. Bonne soirée à toutes et à tous. Je suis ravi, Claudia, que vous rejoigniez le maquis pour cette émission privée, comme vous l'appelez. Si vous voulez intervenir dans cette émission, 07 56 85 55 85, le numéro est gratuit. Vous me laissez un petit vocal et puis je vous rappelle dans la foulée, c'est juste avant la nuit, ce mardi, le dernier du mois de mai. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Bonsoir Hubert. Bonsoir du soir. Hubert, vous avez 70 ans, c'est ça ? 70 ans, mais j'en parais 69 et demi. Bon, c'est toujours bon à prendre. Et où est-ce que vous habitez, dites-moi ? Rappelez-moi. J'habite toujours à Charleval et non pas à Charleroi. Charleval dans les Bouches-du-Rhône, au nord des Bouches-du-Rhône. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous avez fait professionnellement dans la vie ? Moi je suis une vie d'artiste, on va dire, hein. Voilà, j'ai commencé par faire des portraits dans la rue dès les années 77, 79, voilà. Et vous avez fait ça toute votre vie ? J'ai fait ça pendant une quarantaine d'années, oui.
Après, j'ai plus ou moins laissé tomber le portrait, parce que bon, je m'intéressais à la bande dessinée. Mais artiste, si on Et devait puis, résumer, ce serait et, artiste. et, et voilà, artiste des rues, saltimbanque, Je m'en souviens et les voilà, auditeurs doivent s'en souvenir, Hubert, puisqu'il y a plus d'1 an et demi, vous étiez passé dans cette émission. On avait parlé de cette vie d'artiste, de cette passion qui est la vôtre, et puis bah, on avait dérivé sur les choses de la vie. Vous voyez notamment parlé de Jade, votre fille adoptive, qui est grande désormais, et de souvenirs. Vous m'aviez oui. raconté les difficultés qu'il y avait entre vous deux et la complexité de votre relation. Alors après 1 an et demi, je voulais vous poser une première question, qui est une question large et ouverte, mais comment ça va là, aujourd'hui, actuellement, en ce moment, vous, Hubert? J'ai eu un petit, depuis 6 mois à peu près, un petit peu plus depuis la fin 2024, j'ai eu, comme ça s'appelle, une dépression, quoi, une dépression grave, voire très grave. Et puis bon, je me suis enfermé dans à un tel point de plus prendre le moindre crayon, de plus prendre le moindre fusain, de plus prendre le moindre C'est pinceau, la première fois voilà. que ça vous arrive Ah, d'être par terre comme ça? ouais, aussi gravement, aussi, aussi difficilement, oui, 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 j'ai un peu perdu les pédales, j'ai un peu perdu les pédales, bon, mais après, bon, mais le C'est arrivé d'un motocycle, coup. c'est arrivé, je le sentais venir, pendant 3 4 mois, ça a été, comme beaucoup de gens, qui tombent dans une dépression, ça a été le pourquoi, le comment, et puis qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, et qu'est-ce que, voilà, quoi, je veux dire, c'est une accumulation, je veux dire, bon, Mais je vais Hubert, pas, vous saviez justement, sur le moment, répondre à cette question, pourquoi ça m'arrive? oui, oui, j'étais en même temps dans le coltard parce que les médocs, les Exomi et compagnie, enfin bref, hein, je passe les détails. Moi qui ai toujours été un peu le rigolard de mes connaissances, autour de mes connaissances, qui était plutôt le mec un peu cool, même beaucoup cool, très, s'il y avait un coup à faire, bon, mais j'étais là, et puis bon, ça a duré ce que ça a duré, bon, mais voilà, il y a 20 ans, cette année, au mois de décembre, ça va faire 20 ans que Brigitte est décédée, et bon, Brigitte, c'était votre puis là, compagne. bon, c'était ma compagne depuis 28 ans. Ouais. Et puis bon, voilà, quoi, je veux dire, c'est ça. Ça veut dire, Hubert, Je, que vous avez commencé à ne plus voir personne, ou quoi qu'il arrive, ça fait déjà un moment ah, que je vous suis êtes isolé. tombé, mais je suis tombé, je suis tombé dans une parano de j'en voulais à la terre entière, je comprenais pas pourquoi, comment, c'est arrivé elle est décédée un 23 décembre dans mes bras, bon, ben voilà, Jade avait 8 ans et demi, 9 ans, voilà quoi, je veux dire, j'étais dans une situation, puis, et puis alors, bon, je me suis renfermé, quoi. Mais vous diriez, Hubert, vous diriez que cette dépression dans laquelle vous êtes tombé il y a quelques mois, c'est le contre-coup de la disparition de votre Ah femme il y oui, a oui, 20 oui, ans? oui, oui, Il y oui, a 20 oui, ans. parce que les gens bien informés ont qualifié ce phénomène comme un post-traumatique grave, un peu ce qui se passe, des gens des gens qui arrivent aux militaires, bah, par exemple, je prends cet exemple parce qu'aux militaires qui reviennent du combat, quoi, qui pètent les plombs, quoi. C'est ce que Voilà, vous ont dit les psys concernant votre état, que c'était le oui, contre-coup oui. du décès de votre Le femme. contre-coup parce que je me retrouvais seul avec une petite fille de 8 ans. Et voilà, comme j'ai
comme je l'ai déjà dit, j'ai dû prendre le taureau par les cornes, et puis voilà, quoi. Il Comment vous fallait en que je êtes tienne le occupé, coup. justement? Comment vous avez fait de cette vie à trois une vie à deux et vous êtes occupé d'élever Oh votre là fille? là, oh là là, oh là là, oh là là, j'étais pas fier, j'étais pas fier. Pourquoi? J'avais l'impression j'étais pas fier parce que j'étais pas du tout prêt. Imaginez-vous de me retrouver seul avec une gamine et puis son air interrogateur, mais qu'est-ce que tu as fait? Parce que bon, dans sa tête inconsciemment, quand on allait voir les psys, indirectement, mais c'était inconscient, quoi, dans sa tête. Elle, euh, elle me, elle me rendait responsable, quoi. Je veux dire, moi, bon, et je savais pas me dépatouiller, et puis pas ça, ça m'a de, Vous êtes sûr qu'elle vous rendait de mon, responsable ou c'est l'idée que vous en faisiez, l'interprétation que vous faisiez? je m'en suis fait cette idée, mais par la suite, en grandissant, ben, ça a bien conclu ce que je sentais, quoi, parce que bon, en grandissant, bon, mais bon, voilà, je peux vous citer des tas d'exemples où j'ai senti qu'elle m'en voulait, quoi, enfin, qu'elle m'aimait de moins en moins. D'ailleurs, au départ, il faut que je dise une chose, hein, il y avait plus de fusion Brigitte-Jade que moi avec Jade, hein, Cette c'était petite plus fille, son pour fils. reprendre les choses et les remettre dans leur contexte, vous l'avez adoptée. Quel âge avait Jade quand vous l'avez prise avec vous? 3 ans et demi. Hmm. Elle est arrivée en décembre 1999. De cette époque-là, le premier souvenir qui vous vient de Jade, de sa mère adoptive, Brigitte, et de vous, cette famille à trois, quel souvenir vous en gardez? Oh, ben, c'était assez, assez comique, hein. Ça, je reconnais, c'était assez comique parce que Jade était donc partie pendant 3, 4 mois au, Vi- au, au Vietnam. Oui, elle est d'origine vietnamienne. Puis, à son retour, quand elle est revenue, d'abord, il y a eu un certain refus, des problèmes de papier, enfin bref, c'est compliqué, hein. On a, on est rentré dans un réseau qui fréquente peut-être, j'espère bien, tous les adoptants, Et je veux dire, la réseau. petite fille, quel souvenir vous gardez de cette petite fille dans les premières années? Ah, quand elle m'a vu, taxi, voilà le premier, taxi, Pourquoi taxi? voilà ça, taxi parce que j'étais venu les chercher à l'aéroport et quand elle m'a vu ouvrir la porte de la voiture, taxi, Donc taxi. c'est Brigitte qui est Voilà, quoi, ça m'a fait partie. hurler de rire, ça Ouais. m'a fait hurler de rire, hein, parce C'est que Brigitte qui elle était prenait la votre peine compagne qui était partie au Vietnam chercher votre fille de chercher. adoptive et toutes les deux Voilà, sont c'est ça. Ouais. revenues et vous la première fois qu'elle vous voit c'est dans un taxi et vous êtes surnommé ainsi. Oh, et voilà, ça m'a fait hurler de rire. J'ai dit oui, 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 oui. Elle savait à peine parler. Elle s'est rattrapée, hein, de décembre, début février. Elle parlait le français mais couramment, mais mieux que moi et Vous, bien mieux que, que beaucoup d'enfants de son âge. vous l'attendiez cet enfant. Oui, ah bah oui, quand même. On Pourquoi se vous me voyait quand dites même. la relation était moins proche entre elle et moi qu'avec sa mère adoptive Brigitte? Parce que, parce que c'est c'est un phénomène. Bon, j'en ai parlé avec les psys, tout ça. C'est un phénomène, c'est-à-dire pendant 3, 4 mois, il y avait que Brigitte au Vietnam, donc la fusion, elle est. Ouais, peut-être si j'avais été aussi, dès le départ, ça se serait passé au- autrement. Sa mère. Sa mère, c'était Brigitte, vu qu'elle a vécu 3 mois et demi, 4 mois avec elle pour faire toutes les paperasses, Vous êtes en train de me tous les dire que ces 4 vaccins. premiers mois vous n'êtes jamais arrivé à les rattraper. Non, 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 non. Et en grandissant, je voyais bien que bon, ben, comme tous les enfants, hein, à l'adolescence, à la préadolescence, tout ça, bon, ben, entre-temps, moi, j'avais fait ah bah,
tout ce qu'il fallait pour qu'elle porte mon nom. Voilà, j'avais obtenu assez facilement d'ailleurs une adoption simple. Mais dès le début, vous Donc l'avez aimé, cet c'était enfant? ah oui 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 oui, oui, elle était mignonne. Hein, c'est- c'était une beauté. Hein. C'est toujours d'ailleurs bon, quoique ça fait presque 2 ans que je l'ai plus vue. C'est une beauté, c'est une jolie petite fille, vraiment Mais vraiment ça trompe pas en principe. rigolote. Un enfant qui est aimé, qui sait être aimé, pourquoi vous reprocherait-elle ou vous aurait-elle, dès le départ, reproché quelque Alors là, chose? alors là, alors là, le grand mystère, docteur Sherlock Holmes, docteur Watson, ça c'est le grand mystère. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle, elle en souffre, elle a subi un choc, elle a su, à, à son niveau, comme une petite fille peut subir un choc. Je vais vous citer un exemple, voilà, qui me faisait beaucoup de mal. Bon, ben, sur ses documents d'école, de collège, de lycée, elle, elle, elle zappait mon nom de famille, quoi. Elle s'appelait Jade, avec que le nom de famille de Brigitte, et puis moi, elle m'avait zappé. Bon, d'ailleurs, les psys m'ont dit, vous auriez dû réagir, là, parce que ça c'était pas normal qu'elle. Dans tous les, voilà, c'était une façon à elle, peut-être de me montrer consciemment ou inconsciemment. Ça, il faut. Là, on rentre dans une nébuleuse psychologique enfantine, Mais hein, vous en je veux avez tout dire. de Hein. suite été Et, conscient, tout de suite affecté de cette distance réelle que vous me oui, oui, décrivez. oui, 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 ça m'a fait ce. Bon, j'ai dit, je voulais pas envenimer la situation, voilà quoi, dans tous ces documents d'école que je devais signer, bon bien, mon nom, elle le zappait d'ailleurs, elle le zappe toujours, hein, d'ailleurs, hein, voilà, Mais pendant son voilà quoi, je veux enfance, dire. son adolescence, vous avez quand même le souvenir Quand- parfois de moments de bonheur, de joie entre vous deux, où Ah il y a oui, oui, toujours... oui, oui, Ouais. oui, 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 avant que Brigitte décède, oui, 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 on a eu j'ai des centaines de photos qui peuvent le prouver. Elle était très, très rigolote avec moi, très sympa. Il y avait, si, si, non, 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 il y a pas de truc. Après, bon, il y a eu des difficultés. Bon, ben, je sais pas si je devrais vous en parler, mais bon, dans le genre, la famille de Brigitte s'en est mêlée plus ou moins. Surtout sa sœur qui m'a foutu des coups de poignard dans le dos. Pour Si je quelle peux parler raison de vous ça, mais a-t-elle bon. filé des coups de poignard dans le dos, votre belle famille? Ah bah tout simplement que quand bon la situation au niveau des papiers, nous avions souscrit de- moi et Brigitte une assurance vie mutuelle, tout ça. Donc des histoires de Bon ben succession, de paperasse pour une administrative. histoire de D'accord. succession, j'avais pris les choses en main en disant que voilà quoi, qu'à 18 ans, bon ben voilà, voilà que je m'occuperai du- des finances pour que voilà, pour faire fructifier tout ça. Puis j'étais poignardé dans le sens où j'étais poignardé ou dans une discussion à bâton rompu. La sœur de Brigitte m'a envoyé à travers la gueule, mais de toute façon, d'une façon de dire, comme si j'allais la spolier, euh, spolier Jade. De toute façon, elle fera de cet argent ce qu'elle veut, et en voulant me faire comprendre que voilà quoi. Hein. Et effectivement, j'ai appris par la suite, par des conseillers financiers de la banque, que bon, sa sœur lui a monté la tête que dans le genre. Parce que Jade me l'a dit, hein, au moment de faire une procuration pour essayer des placements les mieux les mieux possibles. Elle m'a dit ah non non mais de toute façon je signe pas ce papier. Régine m'a dit de pas signer. Voilà. Bon voilà bon j'ai compris hein, je passais pour le profiteur qui voilà qui
qui voulait la spolier. Hubert, c'est vous donc Hubert qui avez eu à charge l'éducation de votre fille entre l'âge de Oui. 8 ans et sa majorité. Et puis sa majorité. D'ailleurs, elle est partie bien avant sa majorité. Quand elle a vu le chèque de la banque, elle est vite partie de la maison. Hein. Mais avant d'être Ouais. majeur. Oui, avant d'être majeure, parce qu'elle s'était, par je ne sais quelle, je sais pas comment qu'elle s'est débrouillée, qu'elle était bénéficiaire d'une certaine somme d'argent, assez coquette. Et puis voilà quoi. Et puis elle est partie avec son copain. Avant la majorité, elle était sous votre responsabilité pourtant. Oui, oui, mais bon, mais moi Et vous n'avez rien pu je faire l'ai fait pour ça, qu'est-ce c'est là. quand Elle vous a annoncé du jour au lendemain qu'elle s'en allait. voilà que moi, ben, je vais avec mon copain, voilà, tâter un coup de fin, puis j'ai fait tout de suite le rapprochement, hein, j'ai fait tout de suite le rapprochement, puis vu que j'étais au courant de l'assurance vie que nous avions, sauf que la chose que je ne savais pas, où il y a une certaine trahison vis-à-vis de moi, c'est que cette assurance vie était mutuelle et que entre-temps, elle a changé le nom du bénéficiaire et elle l'a mis au nom de Jade. Alors, imaginez-vous Mais qui une il seconde Ouais. Je comprends pas quand qui. j'ai appris ça. Qui a changé le nom? Je ne comprends pas. C'est Brigitte, c'est Brigitte. D'accord. Ah oui, d'accord. Avant de disparaître. Et Ouais. D'accord. avant, il y avait mutuellement, on peut faire ça. Mutuellement, on peut l'un pour l'autre bénéficiaire, monsieur un tel, madame un tel, tout ça. Et puis j'ai appris que sans m'en parler, voilà, elle a changé. Alors imaginez-moi, Votre épouse est morte de quoi on appelle ça en termes vulgarisés en médecine d'un angor fulgurant, c'est-à-dire qu'elle a eu une explosion de l'aorte, des artères, Donc elle a été fauchée comment du jour au lendemain. voilà, elle a été fauchée le 21 décembre 2005 et le 23 décembre 2005, elle a été déclarée décédée. Donc vous n'avez pas eu le temps de vous préparer à sa disparition. Vous en parlez. Rien. J'étais là toute la journée pendant 3 jours. Et puis bon, C'est j'étais vous là. qui avez eu à charge d'annoncer la nouvelle à votre fille. Ouais. Vous vous Ah, souvenez ce que vous lui ça, avez dit? oui, maman, maman est partie dans le plus beau des pays. Voilà, elle a compris. Il vous arrivait d'en parler de temps en temps, vous deux, de Brigitte, ou c'était devenu... Ben non, je ne la vois plus. Non, mais Je ne la vois plus. pendant son enfance, pendant toutes ces années où vous avez été à ses côtés, vous l'avez élevé. Oui, Ouais. oui. Ça n'était On donc en pas un parlait. sujet tabou. Non. Et elle On vous en posait parlait, des questions sur cette maman disparue aussi brutalement? Oui. Je ne me rappelle plus. Ça fait 20 Je veux dire, ans. Je par me là, vous rappelle ne lui plus. avez rien caché, vous lui avez dit les choses et vous avez essayé Non, de... je lui ai rien caché du tout. Je lui ai rien caché du tout. La première des choses que j'ai fait, c'est appeler sa mère, son père, sa sœur, toute la famille. Voilà, et je lui ai rien caché du tout. Elle l'a vu, elle l'a vu dans mes bras. Jade, le 21 décembre, elle a vu Brigitte dans mes bras où il y avait du sang qui sortait des oreilles, du nez. Voilà, elle l'a vu de ses propres yeux. Ça a été un choc pour cette pauvre gamine. Ça a été un choc. Ça a été un choc, hein. J'ai- c'est le pire des chocs pour un enfant de 8 ans, 8 ans et demi. C'est Puis bon, j'ai appelé les pompiers, j'ai appelé les pompiers qui sont arrivés en catastrophe.
Et la capitaine des pompiers, j'ai vu dans son regard, elle me dit, vous pouvez nous ouvrir la route parce que on habitait Martigues à l'époque, on l'a amené à l'hôpital de Miramas. Je leur ai ouvert, c'est peut-être la première fois de ma vie que j'ai fait presque du 200 km/h pour ouvrir la voie. Et puis bon, en arrivant à l'hôpital, j'ai vu la gueule des médecins. Voilà quoi. Pendant ces dernières minutes, vous m'avez parlé de la disparition de Brigitte, votre compagne, et puis de Jade, votre fille adoptive, avec laquelle les difficultés se sont accumulées. Et pourtant, de ce que j'en comprends, de ce que vous m'avez dit, vous semblez avoir tout fait pour la protéger, votre fille. J'ai fait tout. J'ai fait tout dans c'est peut-être certainement maladroitement, peut-être pas. On n'est pas. Mais aucun parent n'est parfait, aucun parent n'arrive à faire tout. Ce n'est pas humain d'être parfait. Donc vous avez fait ce que vous avez pu et c'est bien là le principal. Pourquoi vous pensez que elle vous en... Elle me voyait que je tombais en désuétude, que je me renfermais, je faisais semblant de... Vous ne parveniez pas à dissimuler votre tristesse, votre souffrance face à elle? Non, je suis un sanguin, moi, je suis quelqu'un j'arrive pas, oui, je suis pas Superman, hein. Écoute, voilà, quoi, c'est tout, hein, je suis pas Superman, j'aurais bien voulu Personne ne être l'est. plus fort que ça, mais... Personne ne l'est, Hubert. Personne n'est parfait, personne n'est Superman. Il n'y a même pas à se le reprocher. Mais moi, vu cette situation, je dis, bon, nom de Dieu, il faut la préserver, il faut que je la préserve, elle est petite, il faut que je la préserve, il faut que je la préserve, et en grandissant, elle devenait de plus en moins sympa avec moi, mais d'un côté, je le comprenais. Ça pouvait se matérialiser comment, justement, cette hostilité à votre rencontre? Je me levais, je dormais plus, je me réveillais, je faisais moins le con, hein, je faisais moins le pitre. C'est toute ma vie, j'ai fait le pitre. Toute ma vie, j'étais un bon vivant. Quand il y avait la rigolade à faire, et là, j'y arrivais plus. Il y avait un Dr Jekyll et Mr Hyde, si je peux imager Et le Hyde a pris le pas sur le Jekyll. Voilà. Ce comportement, je suis beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes ont vécu ça. Hein. Je me place pas comme un cas. J'entends, c'est juste pour comprendre la situation. Je suis quelqu'un qui a toujours essayé d'arrondir les angles. J'avais une réputation de grande gueule, entre guillemets, mais grande gueule sympathique, quoi. Grande gueule pour faire rire, non pas pour abaisser les autres. J'étais grande gueule parce que voilà, c'était en plus. Vous avez perdu tout ça, vous avez l'impression, depuis 20 ans, depuis que Brigitte est partie? Ouais, j'ai perdu. Il y a des moments où avec... attends, ça c'est mon chat qui... Non. Il s'appelle comment, votre chat? Il veut m'enlever ma chaussette. Il s'appelle comment, votre chat, Hubert? Pilou. C'est mon Pilou. Arrête. Il veut... C'est un chat-chien, quoi. C'est un chat-chien. Il m'a piqué ma chaussette, ce con, putain. Je dois encore bien sentir des pieds, tiens. Dites-moi, voilà, quoi. Hubert, oui. Votre fille, aujourd'hui, Jade, quel âge a-t-elle? Elle a 29 ans. Donc ça fait quoi, un peu plus de 10 ans qu'elle est partie? Vous me dites qu'elle a quitté le foyer avant sa majorité. Ouais. Vous me dites aussi, vous m'avez dit tout à l'heure que ça fait à peu près 2 ans que vous n'aviez pas échangé. Est-ce qu'il y a eu... Plus rien. Plus d'échanges, ou le strict minimum syndical. À quelle occasion vous l'avez vue pour la dernière fois?
Ça faisait quand même pas mal d'années que j'avais rien touché de sa chambre d'enfant, enfin sa chambre où j'habite toujours à Charleval. Mais bon, il y avait des bouquins, il y avait des documents du collège, du lycée, et puis au bout de 10 ans, j'ai dit tiens, Jade, ce serait sympa parce que je voulais agrandir un peu mon atelier de dessin et ce serait sympa que tu viennes récupérer avec les... Ah, après tout, c'était ses affaires à elle, hein, je veux dire, hein, je l'ai pas fait méchamment, je l'ai pas fait, bon... Donc vous l'avez appelé. Euh, de- euh, je l'ai appelé, je dis, Jade, voilà, il y a pas urgence, mais pense qu'il y a tous tes bouquins, c'était quelqu'un qui lisait beaucoup, il y Qu'est-ce a tous qu'elle tes vous dit bouquins, il y ce a toutes jour-là tes au affaires. téléphone? Elle m'a dit, quelle heure demain après-midi je viens. Elle habite loin de Voilà, chez vous, elle votre dit, fille? elle habite, oui, une vingtaine de Ouais, kilomètres. donc c'est rien du tout. C'est 20 kilomètres, c'est rien du tout. Oui, non, non, Ouais. non, c'est Mais rien. pour autant, vous ne vous voyez plus à ce moment-là quand vous l'appelez, Ah, ça c'est fait... fini. Ouais. Elle ne me répond, elle ne me répond plus au téléphone, à mes SMS. Bah ce jour-là, si, pour autant. Quand vous l'appelez, elle décroche Oui, et elle vous oui. dit je Et viens là, pour demain, c'est autant, ça? elle a dû sentir dans, dans mon message que bon, voilà quoi. Puis bon, elle aimait ses livres. Hein, elle aimait beaucoup lire. Hein, Elle est de venue le Proust lendemain? le lendemain ou un dimanche après-midi. Puis Comment ça voilà, s'est passé? ça s'est passé. Ça, c'est un regard glacial avec son copain. Non, non, mais son copain, il est pour rien. C'est un brave type. Hein. Guillaume, c'est un brave type. Enfin bref, je vais passer certains détails. Elle a pris avec son copain ses affaires, elle a mis dans leur camionnette et puis pendant un moment, la seule chose qu'on m'a dit, et puis d'un air revendicatif, voire autoritaire, hein, oui, je peux employer ce mot-là. Et puis je voudrais récupérer l'album de famille. J'ai dit comment, Jade, tu me parles sur un autre ton, hein. Et puis l'album de famille, c'est autant ton album de famille que mon album de famille, et c'est ce qui me reste de Brigitte et de toi. Voilà. Et puis de toute façon, tu y es même pas dans l'album. J'ai dit, et d'après toi, les 250 ou les 300 photos, qui c'est qui les a prises? Voilà, alors là, et s'y attendait pas à ce que je lui parle. Ça vous a fait souffrir, ça, qu'elle vous dise sur l'album de famille, tu n'y es pas. Tu n'y es pas. Ça concrétise. Comprenez, Johan, ça concrétise ce que j'avais dans la tête depuis longtemps qu'elle m'arrive. J'en ai peut-être déjà parlé de ça. Hein, je vais Dites-moi, avoir de me dites-moi, répéter. dites-moi. Qu'elle m'avait rayé de la liste. Je suis plus son père. Voilà, je suis plus son père. Voilà. Pourtant, ça n'est pas Voilà, c'est possible. Vous êtes tout. toujours son père adoptif, père tout court. Mais oui, mais pour elle, je suis plus son père. Ou peut-être, j'ai émis des hypothèses comme le fameux commissaire qui commence par un N et qui finit par un O. Elle a peut-être découvert des choses que j'ai découvert et que ça l'a gêné que je sois au courant. Qu'est-ce que vous Là, je auriez... peux vous en citer. Vous avez eu l'impression de lui cacher des choses qu'elle aurait pu découvrir par la suite? Non, que j'ai découvert à son insu certaines choses. Comme quoi, Voilà. par exemple, que je comprenne? Comme quoi, je sais pas moi, partir avec un beau pactole à l'âge de 18 ans, comme beaucoup d'enfants ne partent pas, euh, euh, de venir me demander mon mon avis d'imposition pour pouvoir bénéficier, qu'elle soit euh, boursière dans un IUT à Salon de Provence, Pensez-vous... à Vous Aix-en-Provence. pensez que c'est ça qui Chose pourrait que la... je lui ai donnée sans hésiter, chose que j'ai même pas discuté. Je dis voilà, pour qu'elle puisse être bénéficiaire de trucs, tout en sachant, il faut comprendre aussi, hein, que bénéficiaire boursière, voilà quoi. Moi,
je suis non imposable depuis pas mal d'années. Je veux dire, bon, elle a pu bénéficier d'être boursière et tout. Tant mieux pour elle, tant mieux pour elle. Mais au niveau de la morale, est-ce que vous comprenez, Johan, au niveau de la morale, vous voyez ce que je veux dire? Hein? Vous comprenez Je comprends. Ce que je ne comprends pas, c'est... Bon, je comprends que vous ne roulez pas sur l'or. Qu'est-ce qu'elle pourrait vous reprocher en rapport avec ces assurances ou ce pactole, comme vous le désignez, qu'elle ait écouté sa sœur, qu'elle ait écouté la sœur de Brigitte, voilà, plutôt que de me faire confiance. Mais qu'est-ce qu'aurait pu lui dire, donc, votre belle-sœur? Qu'il faut pas que tu signes la procuration. Voilà. C'est tout simple, hein. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Excusez l'expression. Excusez-moi, chers auditeurs. Excusez pas. C'est tout, hein. Je veux dire, attends, il faut se mettre un peu à ma place, hein. Je veux dire, là, je suis au minimum vieillesse, moi. 966 € par mois. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Quand on a encaissé presque plus de 130 000 €, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Hein, c'est bon. Qu'est-ce qu'elle fait de sa vie professionnellement, Jade, aujourd'hui? Elle travaille dans une librairie à Aix-en-Provence. Pensez qu'il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce qui pourrait faire que votre fille ait ce regard glacé quand elle vient récupérer ses livres, qu'elle vous dise « tu n'es pas sur l'album de photos ». Vous pensez qu'il n'y a qu'une histoire pécuniaire, qu'une histoire d'argent? Je sais pas. Là, j'en ai parlé avec les psys. Qu'est-ce qu'ils disent, les psys, quand vous leur parlez de ça? De France et de Navarre. Ils m'ont sorti de ces trucs. Je leur ai dit, mais attendez, mais vous me prenez pour qui, là? Un exemple. Ça va être très court. Ils m'ont dit que que quelque part inconsciemment, j'en veux à Jade à travers Brigitte, qui a par exemple changé de bénéficiaire de cette fameuse. Oui, quand ils m'ont sorti ça, j'ai dit mais attendez, mais vous me pensez vraiment aussi tordu, aussi fada que ça, comme on dit ici dans le sud de la France? Quand ils m'ont sorti des hypothèses comme ça, je les ai balayées du revers de ma main. Je dis attendez, mais vous me prenez pour qui là? Voilà quoi. Le fait c'est un exemple. J'entends. Je vous en passe, c'est des meilleurs. J'entends, c'est Hubert. Un exemple parmi tant d'autres. Et avec elle, il a toujours été impossible de crever l'abcès, d'essayer de poser les choses sur la table pour réparer cette... Quand je l'appelle pour son anniversaire, quand je l'appelle pour lui souhaiter la bonne année, quand je l'appelle pour lui dire un joyeux Noël, elle ne me répond pas. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez que j'aille parce qu'elle vit chez les parents de son copain Guillaume. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille devant leur baraque, me mettre à genoux, faire le pied de grue? J'ai 70 ans, hein. J'en ai vu des vertes et puis des pas mûres, moi, hein, je veux dire, hein. Elle vous manque, votre fille, au quotidien? Comment? Elle vous manque, votre fille, au quotidien? Oui, je l'ai encore dit à un ami hier, un ami de Charles, non, c'est pas un ami, c'est une relation, qu'elle me manque. Bien sûr qu'elle me manque. Et je suis prêt à lui pardonner des tas de choses, pourvu que de temps en temps elle m'appelle, que de temps en temps on se voit, qu'on se fasse une bouffe, mais bien sûr. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire, vous, si elle était là, si elle était prompte à vous écouter? On tourne la page. Ce qui nous est arrivé à toi comme à moi, c'est un coup de la fatalité, c'est un coup du destin, c'est un coup du diable, de Belzébuth et de mauvaises personnes qui ont mal parlé de moi et mais bien sûr. Attendez, c'est plus que de la trahison. Parlez de votre belle famille. Voilà. Votre belle-sœur. Ma belle famille, elle. Pourquoi cette hostilité à votre rencontre, pensez-vous?
Mais son père, le père de Brigitte, ne m'aimait pas. J'étais un clochard, j'étais un va-nu-pied qui vendait des dessins dans la rue. J'étais pas, j'étais pas le gendre idéal. Donc, du vivant de Brigitte, vous n'étiez pas le bienvenu dans cette belle famille. Voilà, mais ça, j'en ai rigolé, on en a rigolé, moi et Brigitte, on en a rigolé. On dit, bah écoutez, ils sont loin, ils habitent là-haut, là, près de Saumur, là, ou près dans l'Indre-et-Loire, là, et on vit pas avec eux, on s'en fout, et on a vécu 28 ans. Si j'étais vraiment le gougnafier, le super gougnafier j'aurais pas vécu 28 ans avec elle, quand même. Et putain, ils l'ont pas compris, ça, dans sa famille. Comment vous expliquez, justement, que, de ce que vous me dites, cette belle-sœur ait autant d'influence sur votre fille? Vous êtes quand même son père. Je veux dire, elle n'est que, entre guillemets, n'est que la sœur de sa mère. Mais j'en ai parlé au psy. Ils m'ont fait des conclusions. Ben, ils auraient bien voulu avoir l'opportunité d'avoir une aussi jolie, une aussi gentille petite fille vietnamienne. Il n'y a pas que sa sœur, il y a des amis qui ne me parlent plus depuis je sais pas combien d'années, qui m'ont poignardé, qui m'ont foutu des coups, des amis de 40 ans qui ne me parlent plus. Attendez, je veux dire, moi je suis cool, je suis très très cool, plus cool que moi, il n'y a pas. Mais il y a le Dr. Jekyll, le Mr. Hyde et le Mr. Hyde. Je suis pas né avec l'esprit revanchard. J'essaye de me contenir. Vous êtes en colère. Je suis un bon garçon. Vous êtes un bon garçon. Je suis un bon garçon. Mais qui est en colère. À 70 balais, je suis un bon garçon. On m'a mal jugé. On m'a poignardé dans le dos. Vous lui avez écrit tout ce que vous venez de me dire à votre fille. Du moins, cette phrase, j'aimerais qu'on tourne la page et qu'on avance ensemble. Vous lui avez dit ça ou écrit, noir sur blanc? Je lui ai dit des dizaines de fois. Je lui ai écrit par SMS. Que j'étais prêt à... Vous m'avez répondu, oui, elle me manque. Est-ce que ça, vous lui avez écrit, ça? Tu me manques. J'aimerais qu'on se fasse une bouffe, qu'on parle ensemble. Je l'ai écrit pas plus tard qu'à son anniversaire, le 28 février. Et tous ces SMS restent lettres mortes à chaque fois. Elle répondait, elle ne me répond pas. Elle ne me répond pas. Même, je vais vous dire un truc, monsieur Muriel, monsieur Rock. J'ai une application par mon réseau où je peux mettre, au cas où je ne réponds pas au bout de 10 appels, je l'ai mis en priorité. C'est une application au cas où... En cas d'urgence. Si vous arrivez quelque chose, c'est elle qui serait avertie en premier. C'est ça? Elle serait avertie la première. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Que je la kidnappe? Que je la kidnappe et que je lui fasse entrer dans la tête qu'elle se trompe, qu'elle m'a mal jugé. Mais... Attendez. J'ai peur de dire des conneries, là. Aujourd'hui, vous, en ce moment, donc... L'année prochaine, elle va avoir 30 ans. 30 ans. Mais qu'est-ce que vous imaginez que je vais faire? Je dois faire pareil. Lui souhaiter un joyeux Noël, une bonne année, un joyeux anniversaire. Je vais refaire ça. Je vais le refaire. Mais avec plaisir. Vous êtes dans une partition, effectivement, il y a vous et puis il y a l'autre. L'autre, c'est votre fille. Et effectivement, vous faites bien de continuer à lui souhaiter les anniversaires, de lui dire ce que vous me dites, à savoir qu'elle vous manque, que c'est votre fille, mais vous êtes dépendant de sa décision à elle. Et effectivement, tant que vous tapez à cette porte qui... Peut-être qu'elle va avoir... Parce qu'elle vit... Je suis sûr qu'elle n'est pas heureuse. Je suis sûr qu'elle vit un trouble. Elle vit un trouble depuis 2-3 ans quand on ne le voit pas.
Je veux dire par là, vous êtes, pour l'instant, vous devez attendre qu'elle veuille bien ouvrir cette porte. Et si vous ne tapez pas, effectivement, elle ne risque pas de la ouvrir. Mais si vous tapez à la porte, vous n'avez aucune certitude qu'elle l'ouvre un jour. Mais pour autant, vous êtes son père. Et de lui rappeler régulièrement que vous pensez à elle, que vous l'aimez, que vous lui souhaitez ses anniversaires, c'est déjà la première chose que peut faire un père à sa fille, auprès de sa fille. Ben voilà, à Noël aussi, et puis je fais des crowbars, puis je les envoie par SMS et tout ça. Elle répond pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je vienne comme OSS 117 Hubert Bonisseur de la Bête en hélicoptère au-dessus de là où elle habite et que et que je descende en rappel devant sa chambre et attendez là La vie n'est pas un film. Oui. La vie n'est pas un film. Et la vie n'est pas un film. Et voilà, c'est Monsieur Rock. Voilà, la vie n'est pas un film. La vie n'est fait que de joie et aussi de malheur, Merde, je trouve plus le mot. Vous savez, il y avait cette phrase dans une chanson de Léo Ferré qui disait un truc comme le bonheur, c'est le malheur qui se repose. Les moments où il y a du bonheur dans la vie, c'est quand le malheur se repose. C'est de Léo Ferré. C'est pas forcément la chose la plus optimiste, mais ça laisse à penser qu'effectivement, il y a quand même un peu de lumière au bout du couloir. Mais ça laisse une flamme à l'horizon. Ça laisse un éclair. Ça reste au bout du tunnel. Ça laisse une lumière. Non, c'est cette lumière qu'il faut garder à l'esprit. Et puis, il y a un truc. Je la garde. Hubert, vous m'avez raconté toutes les difficultés, toute la dureté de la vie, cette relation compliquée avec Jade, votre fille, et puis cette attente, avoir l'espoir qu'un jour elle revienne vers vous. Mais vous concernant, est-ce que vous vous occupez d'aller mieux? Oui, là je vais un petit peu mieux. Là, les médocs que je prends, bon, ça m'aide un petit peu mieux. Puis j'ai mon chat. Le pilou. Non, il veut la deuxième chose. Il veut la deuxième chaussette, ce con-là. Puis voilà, il y a mon chat, puis il y a mes 12 autres chats dehors et des chats abandonnés que je nourris. Voilà, quoi, je veux dire. Puis de temps en temps, Hubert, j'ai des copains. Oui. On parle de votre enfant, oui. Jade, depuis le début, mais la vôtre enfance. Quand on s'est parlé hors antenne, il y a quelque temps, on avait dit que, justement, ce que vous aviez entrepris avec les médecins ces derniers temps, vous faisiez revenir à votre enfance via des flashs. Vous avez grandi en Algérie, c'est ça? Oui, j'ai grandi à Sidi Bel Abbès, en pleine guerre d'Algérie. Puis j'ai été témoin de certaines choses. Voilà quoi. Et ça, ces derniers temps... et ça revient à 70 balais, ça revient en flash. Un psy, là, m'a dit, vaut mieux porter plus d'importance à des flashs qu'à des cauchemars. J'ai dit, ça me fait une belle jambe, ça. J'ai dit, ça me fait une belle jambe de ce que vous dites, monsieur. Hein. Ces flashs, ça me fait une belle jambe, ça, tiens. Ces souvenirs traumatiques, vous les aviez totalement occultés pendant toute votre vie, jusqu'à présent? Non, il revenait de temps en temps, mais je zappais tout de suite. Quand on s'est fait mitrailler dans la rue par le FNL, que mon père nous a jetés par terre, parce qu'il était gendarme, mon père, qu'il a dégainé son Colt 45 pour riposter. On l'a vu, ça, mon frère. Quand je suis sorti, j'ai vu des flingueurs complètement. Dans des garages complètement explosés, complètement. C'est un arabe musulman
qui m'a pris par le bras, qui m'a mis sous sa charrette. Après, il y a la Légion qui a mitraillé. Voilà, quoi. Vous aviez quel âge? J'avais zappé ça. Je n'en avais pratiquement jamais parlé à Brigitte. J'ai vu des immeubles s'écrouler à 10 mètres de là où on habitait, à la rue La Pérouse, à Sidi-Belabès. Voilà, quoi. Je pensais qu'à 70 balais, j'allais encaisser, mais Vous aviez quel âge au moment de ces souvenirs? 5 ans, 5 ans, Vous l'avez eu 5 longtemps, votre ans. père, avec vous, auprès de vous? J'ai eu mon père, il était très malade, il était opéré à cœur ouvert. Il est décédé en 78, très jeune. Vous étiez proche de lui? Ouais. Oh, ben, c'était un papa gendarme, un papa ébéniste, parce que son premier métier, il était menuisier ébéniste. C'était un papa et ma maman, qui ont fait tout, qui ont fait tout, qui ont fait tout qui ont fait tout en 62, quand on a pris l'avion militaire pour aller en métropole. 62, ma mère, elle est morte 3 mois. Ma mère est morte 3 mois après. Mon père était gare mobile à Sarreguemines, dans l'Est. Mon père, quand il se faisait traiter de bougnoul par les gendarmes, les autres gendarmes, qui étaient sous ses ordres, on n'obéit pas à un bougnoul. Il en a souffert, mon père. Il en a souffert de ça. Hein. Et vous, par la même occasion, parce que c'était votre père. Et moi, qu'on voyait bien que, avec mon frère, mon deuxième frère, mon frère aîné était déjà parti. On voyait bien que ça n'allait pas, quoi. Ça n'allait pas, c'est normal. Comme tous les pieds noirs, monsieur. Comme tous les pieds noirs, une main devant, une main derrière. Voilà, comme tous les pieds noirs, je veux dire. Moi, j'ai essayé en grandissant, j'ai essayé d'éliminer ce côté revendicatif de rapatrier d'Algérie. J'ai dit, bon, il faut oublier ça. Hubert, l'autre jour, quand je vous ai demandé votre âge au téléphone en antenne, vous m'avez dit, bah, j'ai 70 ans, mais je suis beaucoup plus jeune dans la tête. Et parfois, quand je vous écoute, j'ai l'impression d'entendre le petit garçon que vous étiez. Parfois, vous avez l'impression, vous, d'être Ben, encore le petit. heureusement, heureusement, Johan, que j'ai ça, j'ai ce gamin là, ce gamin qui était pas Un très bien gamin qui parti, souffre. un, un pied beau difficile, un bégaiement, Vous avez un pied beau, voilà c'est quoi. ça? Oui, je porte toujours des chaussures orthopédiques. J'ai un pied beau, j'ai bégayé jusqu'à l'âge de 15 16 ans. J'en ai pris. Bon, bon, j'arrête là parce que j'ai pas envie de faire pleurer dans les chaumières. Là, C'est pas l'idée, Hubert, c'est pas l'idée. ça- 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 Il y a des gens qui ont souffert 100 millions de fois de plus que moi, mais bon, je, je, je- j'essaye d'être, j'essaye d'être, d'être, de zapper, dès que j'ai un flash, j'ai un flash, je prends un cachet pour, pour bien, pour bien m'ensuquer, quoi. Voilà, quoi, je veux dire, je prends ma bagnole, puis je fais un tour de pâté de maison, voilà, quoi. Je suis,
Une chose positive, Johan. J'ai maigri de 9 kilos. Et C'est ça, positif, ça? ça, c'est, ah oui, oh, c'est, bah oui, oui, Bon, bah oui, c'est alors c'est positif. positif. Vous allez continuer donc à envoyer des messages de temps en temps pour dire à Jade que vous êtes Oui, là, et puis vous allez attendre qu'un jour prochain, peut-être, cette porte s'ouvre, ce dialogue se réinstaure. Vous y croyez, ça? Vous pensez qu'un jour il aura lieu, ce dialogue entre vous deux? oui, je perds pas espoir. Je perds pas espoir. Je perds pas espoir. Oui, 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 oui. Peut-être C'est- qu'en prenant de l'âge, peut-être qu'en prenant de l'âge, elle va peut-être se rendre compte que je suis pas un si mauvais garçon que ça. Vous pensez vraiment qu'elle pense que vous êtes un mauvais garçon, comme vous dites? À preuve du contraire, hein, je veux dire, hein, bon, je sais pas, je sais plus. À force, vous savez, vous êtes dans une situation où parallèlement avec son silence, il y a des tas de gens qui m'ont zappé, qui ne m'appellent plus, qui. J'attends des fois avec impatience la moindre sonnerie de mon téléphone de certaines personnes parallèlement, comme s'ils m'avaient jugé. Ah oui, mais bon, si Jade t'a laissé tomber, c'est que tu le méritais. Enfin bref, Mais il reste des gens autour de enfin vous. bref, pas trop. Oui, 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 j'ai deux, trois personnes. On s'appelle de temps en temps. Herlé pour ne pas les nommer, Régis pour ne pas le nommer. Mon frère, bon, plutôt sa femme, plutôt ma belle-sœur. Voilà, mais bon, c'est pas. Avant, j'étais j'étais, non, peut-être que le terme n'était pas approprié, mais j'étais un leader. Pas un chef de bande. J'aime pas ça. J'aime pas l'expression chef de Mais vous bande. étiez Mais plutôt bon, davantage moteur. Aujourd'hui, vous êtes un peu voilà, plus voilà. recroquevillé sur vous-même. Mais le fait même de le On- constater, ça veut dire que vous n'avez pas perdu à l'esprit l'idée que vous pourriez le redevenir. Oui, oui, mais j'ai 70 ans. Hein, Ouais, et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous ayez 70 ans. C'est la fin bah du oui, chemin, mais je vais pas 70 ans? vivre. Je, je vais pas vivre jusqu'à 150 ans. Non, mais essayons au moins 80, 90, et puis on verra après. Non? Ah, ben putain. Inch'Allah, Inch'Allah, Haylowa, Inch'Allah, Bon, vous me tiendrez au courant, Alhamdulillah. Hubert, vous me tiendrez au courant. Oui, Et puis oui, oui, je garde oui, à c'est très l'esprit gentil. cette phrase que vous avez dite. Je perds pas espoir. Et Inch'Allah. Ça me fait plaisir de vous avoir parlé ce soir, Hubert. Moi aussi, moi aussi, Johan. Ah, on va finir Vous avec êtes un un sourire. On va finir avec un sourire, vous êtes hein? un. Ah oui, eh ben, on va finir avec. Dites-moi. Je vais vous dire un proverbe chinois de Marseille que j'ai inventé ce matin Chinois de sous ma Marseille. douche. Tiens non, j'écoute. Alors, un, deux, trois. Si tu fais ta sieste sous un jujubier, tu n'auras point la gueule en biais, mais tu auras aussi un grovier. Bon, bah c'est là-dessus qu'on va se quitter. Avec le rire de Hubert. C'est moi qui l'ai inventé, Bah ça. oui, ça, je vous fais confiance. Ça, je sais, il n'y a que vous qui pouvez inventer un truc pareil. Chinois de Marseille. Chinois de Marseille. Proverbe chinois de bataille que j'ai inventé ce matin sous ma douche. Bon. Comprenne qui veut. Salut Hubert, et puis tenez bon. Et puis tenez-moi au courant surtout. D'accord? Merci, Johan. Merci à vous, Hubert. Je, je t'oublierai jamais. Merci, Johan. Salut Hubert. Ciao. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Elle est comme ça, cette émission, comme la vie, entre rire et larmes, parfois dure, grave, parfois un peu lumineuse. Vous êtes nombreux à réagir aux mots depuis quasiment un peu plus d'une heure, aux mots de Hubert, sensible à son désespoir, à le soutenir. Isabelle qui m'écrit « Je n'ai pas entendu le début du témoignage, mais si seulement sa fille pouvait entendre le témoignage de son père, cela pourrait faire un déclic.
AE qui me dit « Les enfants sont très durs, de plus en plus ». Caroline, elle. Hubert a toujours trop souffert dans sa vie. Il y a Josiane qui me dit sur le www.johanrock.fr, le chat de l'émission, que le pauvre, la vie ne l'a pas loupé. Beaucoup de messages. Tiens, je finis par celui de Jocelyne. J'espère que la fille d'Hubert écoute l'émission ce soir et qu'un miracle va se produire. Comment peut-on être aussi ingrat envers ses parents ? Tout le monde fait des erreurs. Il faut savoir pardonner. La vie est si courte. Bon courage Hubert. Ne perdez pas espoir. www.johanrock.fr si vous souhaitez à votre tour interagir. Donnez votre son de cloche à vous, comme on a l'habitude de le faire depuis presque 3 ans désormais dans cette émission à la radio et aujourd'hui sur Internet. Vous pouvez laisser des messages, de soutien qu'on passera la semaine prochaine. Un vocal, comme on dit, sur le répondeur de l'émission, numéro gratuit 07 56 85 55 85. Puis vous pouvez également m'écrire, m'envoyer une petite bafouille par email à social@johanrock.fr. Avant de prendre un nouveau témoignage, je voudrais remercier toutes celles et ceux d'entre vous qui participaient, qui soutenaient l'émission. Vous savez, ça me fait toujours plaisir de voir vos noms apparaître, parce que vous avez donné pour la cagnotte, parce que vous avez renouvelé votre abonnement. Je me dis que ça montre que vous y croyez, et ça, j'y suis très sensible. Je remercie Dominique de Worms, en Allemagne, qui écoute l'émission, qui fait partie des fidèles, tout comme Daniel de Thionville, Isabelle de Niort, il y a Chantal à Villeneuve-la-Garenne, Geneviève dans les Bouches-du-Rhône, Anne de Bruxelles, Xavier de Bristol, Thierry à Rarécourt, Marie la Nîmoise, Marie-Laure en Nouvelle-Aquitaine, et puis merci à Brigitte et Nelly à Port-Bail-sur-Mer. Enfin, Anthony, qui lui écoute l'émission depuis Namur. Merci à vous toutes et tous, tous ceux que je viens de citer. Si vous souhaitez à votre tour participer, soutenir, juste avant la nuit, rendez-vous sur la page d'accueil du www.johanrock.fr. Ça se passe tout en haut de la page. Vous pouvez faire un don pour la cagnotte, vous abonner. www.johanrock.fr, j'appelle JOHA2NROQUS. Il y a soutenir l'émission financièrement et puis il y a surtout en parler. Je vous le dis toutes les semaines, il en va de la pérennité de cette émission. En parler à un collègue dans la vraie vie, à un ami qu'on croise au café, dans la rue, quelqu'un que vous aimez et qui pourrait peut-être s'intéresser à ce qui se passe dans cette émission. Parlez-en dans la vraie vie et puis aussi dans le virtuel, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas, je compte sur vous. Cette émission, on l'a fait ensemble et je sais que vous êtes là. Tiens, je voudrais vous lire, comme je le fais chaque semaine, un mail qui m'a été envoyé. Il est signé de Delphine. Bonsoir Johan. Je vous écris pour vous confier quelque chose qui longtemps m'a perturbé. Dans ma vie, j'ai fait un rêve prémonitoire. Un événement majeur, pour ne pas dire dramatique, qui a bouleversé ma vie et celle de ma famille. J'y vois comme une annonce divine du réel qui m'a été faite. Je vais vous raconter ce fameux rêve. À l'époque, j'étais adolescente, j'avais 15 ans. C'est un rêve où je vois ma sœur dans un grave accident de voiture. Elle en rachappe de justesse, mais ses jambes, elles, restent dans un fauteuil. Dans mon rêve, elle sonnait à la porte de chez nous, la maison de mes parents, là où nous avons grandi toutes les deux. Ma mère est à la cuisine, je l'entends me dire d'aller ouvrir. Alors je sors de ma chambre, je m'interromps alors que je dois être en train de faire mes devoirs. Sur le pas de la porte, je découvre Corinne, ma sœur aînée, dans un fauteuil handicapé. Je suis sans voix. Dans mon rêve, elle dit juste « ma sœur ». Ça changera rien, t'inquiète pas. Et puis on va à la cuisine. C'est l'heure du déjeuner. Ma mère, elle, a préparé le repas. C'est comme si elle n'avait même pas remarqué que ma sœur était désormais handicapée. Cette nuit-là, je me suis réveillé avec une boule au fond de la gorge et des larmes qui me venaient en flot continu. Je l'ai gardé pour moi, ce rêve-là. Et pour cause, j'ai dû très vite l'effacer de mon cerveau. 5 ans plus tard, ma sœur a eu son accident, qui l'a rendue tétraplégique. Sur le coup, je n'ai pas fait le rapprochement avec ce rêve. Et pour cause, je n'en avais plus aucun souvenir. C'est bien des années après, en relisant mon journal intime, que j'ai été frappé par l'exactitude de ce qui s'était produit et de ce dont j'avais rêvé. À partir de là, j'ai eu l'angoisse d'avoir d'autres rêves prémonitoires. Pendant des années, aller me coucher devenait une véritable torture. C'est en parlant à un psychologue
que j'ai commencé à aller mieux. Ça a pris du temps, beaucoup de temps, m'écrit Delphine. Surtout, ce qui m'a aidé, c'est d'en parler à ma sœur. J'ai attendu très longtemps pour ça, 11 ans, après son accident, pour lui parler de mon rêve. Je me sentais coupable terriblement. Je me reprochais de ne pas lui avoir parlé de ce rêve avant qu'ait eu lieu l'accident, que peut-être si je lui avais dit, ça lui aurait évité le pire, pensais-je. Avec l'aide de ce psychologue, j'ai compris que ce rêve n'était pas, à proprement parler, prémonitoire, juste un hasard. Notre cerveau est étrange à bien des égards. Parfois, je me demande si je lui avais parlé à ma sœur de ce rêve, le lendemain matin de la nuit où je l'ai fait. Est-ce que l'accident aurait eu lieu ? Merci pour votre émission, Johan. Elle m'accompagne en podcast désormais les soirs où je rentre du travail plus tard qu'à l'habitude. Signé Delphine. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Johan. Mathieu, vous avez quel âge ? Où est-ce que vous habitez ? J'ai 36 ans et je suis en région parisienne. Quelle est votre situation de famille ? Eh bien, je suis marié depuis bientôt 2 ans. On a fêté aujourd'hui nos 6 ans de rencontre. Et bientôt papa. Alors votre voix dira forcément quelque chose à certains d'entre ceux qui nous écoutent, parce que pendant un moment dans l'histoire des mots du soir, à l'époque à la radio, vous étiez la personne qui à mes côtés appelait avant l'émission les auditeurs, les auditrices qui passaient à l'antenne. Ce soir on va se vous voyez, mais par transparence dans la vie on se tutoie. Et ce soir, si sur l'antenne vous êtes des nôtres, c'est parce que votre compagne attend un heureux événement. Ça sera pour quand d'ailleurs ? C'est prévu pour début septembre. Cette naissance, c'est, si j'ai bien compris, inespérée. Parce qu'après avoir fait moult tentatives de procréation médicalement assistée pendant longtemps, toutes s'étant soldées par un échec, récemment, miracle, votre compagne a fini par tomber enceinte. Naturellement. Vous allez m'expliquer ce qui s'est passé et dans quel état d'esprit ça vous met. J'imagine la joie, mais les choses sont parfois un peu plus compliquées que ça. Vous m'avez dit à un instant qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de votre rencontre. Bah oui, on s'est rencontrés il y a 6 ans pour le jour de la fête des mères. Donc c'est assez facile à retenir. En fait, pour être tout à fait précis, c'était le lendemain. Moi, je l'avais croisé un dimanche de fête des mères et on a fait notre premier rendez-vous le lundi suivant. Comment vous l'avez rencontré ? Oh, c'est presque une histoire de film. J'étais à cette époque, en plus des métiers que je faisais, extra dans un restaurant. Et quand je dis extra, c'est employé. Je parle pas seulement du fait que j'étais extra. Et puis elle est venue, voilà, pour la fête des mères avec sa maman partager un dîner. Et j'ai eu ce qu'on appelle le coup de foudre. Voilà, donc j'ai tout fait pour la retrouver. Vous l'aviez souvent éprouvé le coup de foudre auparavant ? Ben, c'est pas une question facile. Je pense que oui, parce que c'est quelque chose auquel on a envie de croire. Mais en fait, je pense que je l'ai jamais connu comme ce que j'ai connu. La preuve en est, c'est que aucun coup de foudre ne s'est soldé par un mariage. C'est la première fois de ma vie que je suis amoureux de quelqu'un à ce point-là, que je finis par épouser et qui me rend heureux chaque matin au réveil. Depuis qu'existe cette émission, chaque fois que je pose la question, jamais je n'ai de réelle réponse. Mais alors, si vous deviez définir ce qu'est un coup de foudre, en tous les cas, tel que vous l'avez éprouvé, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, est-ce que sur le moment vous vous êtes dit, c'est un coup de foudre ? Oui, c'est une sorte d'évidence en fait. Tout d'un coup, il y a quelqu'un. C'est très difficile à mettre des mots dessus, mais grosso modo, c'est une personne qui, instantanément, lorsqu'on croise son regard, on sait qu'on a envie de passer sa vie avec. Sauf que, la plupart du temps, c'est une fausse idée, une fausse bonne idée, comme on dit. Et il se trouve que cette fois-ci, c'était une vraie bonne idée. Et avant de la rencontrer, vous en avez eu souvent des fausses bonnes idées ? Comme tout le monde, oui, quelques-unes. Est-ce que c'était un coup de foudre réciproque sur le moment, ce soir-là, il y a 6 ans ? Je pense même pas qu'elle m'ait vu, parce qu'elle était accaparée par sa mère avec qui elle partageait son dîner. Donc, je pense
en toute transparence, on en a déjà parlé. Je pense qu'elle m'ait pas forcément remarqué. J'étais un serveur parmi la salle de restaurant, mais ceci dit, ça a vite changé. Enfin, si vous êtes vu le lendemain, comment vous avez fait pour vous faire remarquer d'elle? Non, c'était pas très compliqué. Elle avait fait une réservation à son nom, donc la retrouver sur Internet, ça n'a pas été. J'ai pas eu besoin d'appeler Tom Cruise pour la retrouver, quoi. Donc ça s'est fait assez. Non, mais ça pour la retrouver, d'accord, mais pour la convaincre d'aller boire un verre en votre compagnie le lendemain. J'imagine un culot naturel où je lui dis voilà, je m'appelle Mathieu, on s'est croisés hier, je vous ai servi à dîner et je serais ravi de pouvoir vous revoir autour d'un verre. Est-ce que vous seriez partante? Et il se trouve que les circonstances de la vie faisaient que c'était le bon timing, le bon moment, que c'était réciproquement un moment qu'on avait envie de partager. Et donc, ça s'est fait comme ça, et ça aurait pu s'arrêter au bout de 20 minutes. Et force est de constater qu'au bout de 6 ans, ça perdure et ça s'inscrit dans le temps et dans l'engagement, puisque au-delà du mariage, qui est déjà une première forme d'engagement, je dirais même au-delà de la vie en couple, parce que déjà vivre avec quelqu'un dans un appartement, c'est déjà une forme d'engagement. Enfin, ensuite, le mariage, évidemment, une forme un peu plus inscrite, et puis avoir un enfant, c'est l'engagement ultime. Il y a pas de... Autant on peut divorcer, autant on peut pas. On peut pas congédier son enfant. Ah oui, voilà. Avoir un enfant, c'est un projet dont vous avez parlé assez rapidement dans votre relation de couple. Au bout de 2 heures, je pense. Au bout de 2 heures. Oui. Ah oui. Oui, parce que il se trouve que mon épouse est ma chère et tendre, et elle est atteinte d'une maladie génétique rare, et donc assez rapidement dans l'échange, elle m'a dit voilà. Moi, je suis pas là pour perdre mon temps. J'ai une maladie génétique. Je veux avoir des enfants et ça va être long et compliqué. Et donc, si t'es pas prêt à t'engager avec moi dans cette aventure, il y aura pas de lendemain. Le premier soir, ça a été dit, ça. Oui. Et le deuxième soir, c'était les prénoms des enfants. Elle m'a dit d'ailleurs, si j'ai un garçon, il s'appellera comme ça et une fille comme ça. Voilà. Bon, et alors vous avez dit quoi? C'est une formalité. J'accepte. Je signe en bas. Oui, c'était fixé. Et puis de toute façon, oui, il n'y a pas de. Moi, je me suis laissé embarquer parce que c'est pas un sujet sur lequel j'étais. C'est pas un sujet sur lequel j'étais très construit. Et puis au début, on dit oui assez facilement. C'est une fois qu'on arrive au pied du mur qu'il faut que vous voyez ce que je veux dire. Enfin, il y a un moment donné, la réalité prend forme à partir du moment où on est au pied du mur. Mais jusque là, on a le temps de voir venir. C'est la fameuse phrase. C'était pas pour tout de suite. Elle vous prévenait, mais c'était pas dans l'immédiat. Voilà, et puis la chute, tant qu'on tombe, tout va bien. C'est l'atterrissage qui est difficile, quoi, grosso modo. Si j'ai bien compris, cette procréation médicalement assistée, elle se justifiait de par cette maladie génétique dont est atteinte votre compagne, votre femme. Oui, puis je vais pas refaire tout l'historique parce que c'est un peu long, mais grosso modo, en effet. Il y avait des bases qui faisaient que la plupart des gens font des PMA parce qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Nous, la question s'est pas posée dans ce sens-là. Elle s'est posée dans l'autre sens. On est parti sur un format de PMA pour essayer d'en avoir un. Ça veut dire que vous n'avez pas fait comme font la plupart des couples qui ont recours ensuite à cette voie-là, d'essayer par les voies naturelles. Exactement. Parce que y avait un risque de transmission de la maladie, c'est ça? Oui, à l'enfant. Oui, tout à fait, et de donner vie à un enfant qui allait mourir dans les jours ou les semaines qui suivaient. Donc c'est évidemment une épreuve terrible qu'on n'a pas envie de vivre, qu'on n'a pas envie de faire vivre à un enfant, même si c'est pour. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc quelque part, l'enfant il s'en rendra probablement jamais compte, mais en fait, on n'a jamais. Enfin, c'est une aventure qui est terrible, et donc on n'a pas du tout envie de vivre ça, de faire vivre ça. Enfin, tout ça, c'est très difficile. Donc grosso modo. Voilà. Combien d'années a duré ce parcours semé d'échecs? Quasiment 4 ans.
En quelques mots, à quoi a-t-il ressemblé? Donc, FIV, PMA, fécondation in vitro, progression médicalement assistée. Pourquoi vous avez opté, vous, au début? Alors déjà, c'est marrant que vous le disiez comme ça, parce qu'en effet, c'est un nouveau dictionnaire qui s'ouvre à vous. Je veux dire, tout un tas de vocabulaire que vous ne côtoyez pas forcément au quotidien quand vous n'êtes pas médecin. Voilà, et puis sans compter les médicaments, les piqûres, les traitements, enfin tout ça, c'est quand même assez lourd. Au début, l'idée c'était d'avoir une PMA qui permettait d'avoir une grosso modo, on prend les œufs du côté de ma compagne, on prend les graines de mon côté, on fait le tri, c'est-à-dire qu'on sélectionne des œufs qui sont pas infectés, enfin, qui sont pas contaminés par la maladie génétique. Exactement. Ensuite, on féconde in vitro et ensuite on fait ce qu'on appelle un transfert. Une fois qu'on a créé un embryon, mélangé un ovule et un spermatozoïde, on laisse grandir l'embryon quelques jours pour vérifier qu'il est sain. Et une fois qu'il est sain, on le transfère. Voilà. Et donc. Et ça, à chaque fois, chaque tentative, ça dure combien de temps, à peu près? C'est long parce que déjà il y a 3 mois de préparation, parce qu'il y a un régime spécial pour être sûr que d'un côté comme de l'autre, on ait les éléments. Donc régime pour les deux. Ouais, c'est un régime assez strict où il n'y a pas de graisse, pas de sucre, pas de chocolat, pas de thé, pas de caféine, pas de tabac, pas d'alcool évidemment, pas de drogue évidemment, du sport, pas de. Grosso modo, c'est quelque chose d'assez simple. Pas de charcuterie, pas de viande rouge. J'entends, c'est très restrictif. C'est ça, en fait, c'est ça, finalement. Ça se passe où? Parce que vous ne l'avez pas fait en France, ça. Alors, en France, c'est possible. En France, alors, j'ai pas les chiffres exacts, mais grosso modo, pour le faire dans une épaisseur de trait, en France, il y a 6 demandeurs pour une donneuse, et dans d'autres pays, notamment en Espagne, qui sont précurseurs et donc bien plus en avance que la France sur ce domaine-là. C'est payant, en différence de la France, mais ceci dit, en Espagne, c'est plutôt 6 donneuses pour un demandeur. Donc, forcément, le rapport de force est inversé. Il y a une offre plus importante. Pas le même prix, mais ça coûte combien? Au moins, c'est plus rapide. Pour prélever les œufs, faire la fécondation, et puis ensuite, chaque transfert, donc il faut payer ensuite à chaque transfert. Mais c'est une enveloppe globale faut compter à chaque fois environ 15 000 €. Quoi. D'accord. Donc tout le monde ne peut pas se le permettre. 4 ans, ça veut dire des échecs. À chaque échec, c'était quoi? Une épreuve un peu plus difficile à surmonter, ou au contraire, votre compagne et vous-même, vous êtes blindés face à l'adversité? Les deux sont mélangés. On s'habitue au pire. Donc, malgré tout, on s'habitue au pire. Donc, même quand, voilà, au fil des années, on finit par se dire, au début, on part gagnant. Ensuite, on part en se disant, de toute façon, ça va pas marcher. En espérant que ça marche, évidemment. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais ceci dit, en fait, on s'habitue jamais à rien. C'est toujours une claque terrible. C'est même de pire en pire, parce qu'en fait, c'est à chaque fois plus douloureux. Et le plus difficile pour moi, parce que je suis un homme et que je ne serai jamais enceinte. Donc pour moi, c'était pas grand chose à part un régime drastique. C'était pas très difficile. Et pour mon épouse, en dehors du traitement qui est très très lourd, psychologiquement, c'est terrible. Et donc, je pense que le plus dur pour moi, c'était de voir la souffrance de mon épouse. C'est ça qui était le plus dur. Le plus dur, c'était de la voir être malheureuse, triste, peinée, souffrante, endurant tout ça. Et puis tout ça, il n'y a pas d'arrêt de travail. Hein. Tout ça, ça se fait quasiment en transparence. Le boulot est quasiment pas au courant, quoi. Donc, c'est hyper dur de voir, de la voir, ça me fait monter les larmes, de la voir souffrir autant et sans pouvoir, en étant complètement incapable de faire quoi que ce soit. Je ne pouvais pas faire apparaître un gamin en claquant des doigts. Donc, c'est terrible. Et les médecins, ils disaient quoi? Parce que bon, vous dites, alors, on va à Barcelone, on va en Espagne, il y a, le mot est un peu trivial, mais un business. C'est-à-dire qu'est-ce que les médecins ont une objectivité, mais est-ce qu'elle est toute relative à partir du moment où il y a un marché justement de la procréation médicalement assistée?
Alors les deux, mon capitaine. C'est un business, clairement. Et c'est un business du désespoir. J'ai souvent comparé ça au casino. Quand vous jouez au casino et que vous perdez, vous avez toujours envie de mettre une pièce. Si ça se trouve, c'est cette dernière pièce qui va me faire remonter la pente. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que vous êtes toujours amené à vous dire, allez, je remets un billet parce que si ça se trouve, cette fois-ci, c'est la bonne. Et donc, il y a un peu ce système, il joue sur le désespoir des gens pour faire tourner le business. Et vous, qu'est-ce que vous disiez entre vous? On était complètement lucide de ça. Enfin, je veux dire, non, mais vous ne vous êtes jamais dit, elle, vous, bon, bah cette fois, c'est la dernière, on arrête après? Ah non, mais alors, je vais le dire clairement, il n'y avait pas de limite. C'est-à-dire que nous, on gagne nos vies de manière tout à fait modérée. Enfin, pas du tout. Vous ne roulez pas sur l'or. Non, pas du tout. Enfin, s'il avait fallu dormir dans la rue pour arrêter de payer un loyer pour pouvoir payer la PMA, c'était le projet. Hein, je veux dire, elle se serait jamais arrêtée. C'était un combat d'une vie pour elle. Donc, parce que c'était quelque part, au-delà d'avoir un enfant, c'était lutter contre la maladie. C'était prouver que malgré ce que la nature lui avait infligé, elle pouvait aller au-dessus et dire à la maladie, cette fois-ci, c'est moi qui ai gagné le combat. Il y a des couples qui, dans pareil combat, ne survivent pas forcément à cette épreuve. Est-ce que vous avez craint que ce soit le cas? Alors oui, et je vais répondre à deux questions. La première, c'est celle de tout à l'heure, quand vous m'avez demandé quel était le discours des médecins. Le discours des médecins, il a beaucoup évolué au fil des années, et évidemment dans le mauvais sens, parce que eux, ayant la main de Dieu, puisqu'ils donnent la vie, lorsque ça marche pas, ça leur blesse l'ego. Donc malgré le business, ils cherchent quand même à ce que ça marche, parce que ayant la main de Dieu, ils finissent quand même par vouloir que ça marche, pour prouver qu'ils sont au moins aussi forts que Dieu. Il y a vraiment un rapport comme ça, divin. Hein. C'est comme ça que vous l'avez perçu en tous les cas. Ah non, mais ils le disent. Enfin, je veux dire, c'est connu. Hein, je veux dire, c'est connu, c'est comme ça. Ce sont des gens. Vous imaginez, c'est donner la vie, c'est la main de Dieu. Donc leur discours était pessimiste et forcément c'est encore plus difficile parce que ils ont évidemment pour leur ego et pour leur ils ont envie que ça marche quoi. Donc ça c'était difficile et nous dans le couple, je pense qu'il y a deux solutions. Et on n'en a vécu qu'une seule. Soit ça divise, soit ça soude. Chez nous, ça a soudé plus que jamais. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelques mois, de manière naturelle, puisque vous me l'avez confié hors antenne, votre épouse est tombée enceinte, alors que pendant 4 années, avec ces procréations médicalement assistées, à chaque fois, c'était soldé par un échec? Eh ben, je ne peux pas répondre à cette question parce que j'en ai aucune idée. Alors, aucun médecin n'en a aucune idée. Les médecins non plus. Les médecins, quand vous les mettez devant le fait accompli, ne savent pas quoi répondre. Mais pire, ils sont dégoûtés. C'est-à-dire, comment ça, ils sont dégoûtés? Bah non, mais je rigole un peu, mais je veux dire, ils se demandent comment est-ce qu'on a réussi là où ils ont échoué, grosso modo, quoi. Mais il n'y a pas une explication scientifique à ça. Non. Médical. Non, et puis au fil des ans, ils expliquaient même qu'il fallait oublier, quoi, que ça marcherait jamais, que mon épouse pourrait jamais avoir d'enfant, et que ça marcherait jamais, et que ces ovocytes n'étaient pas bons, et qu'il fallait oublier l'idée, qu'il fallait passer à autre chose. Ils nous ont commencé à inciter à réfléchir à l'adoption. Donc clairement pour eux, il fallait passer il fallait tourner la page, voilà. Donc non, et puis en fait, il y a eu un premier petit signal faible en septembre dernier, où tout d'un coup il y a eu elle a vécu une fausse couche qui était à la fois encore une épreuve difficile et en même temps c'était une fausse couche naturelle. Donc c'était quand même un premier signe de dire finalement peut-être qu'il y a un espoir qui s'ouvre. Et puis à la suite de la dernière tentative en fin novembre dernier, qui s'est soldée par un nouvel échec en Espagne. Voilà, on s'est laissé grosso modo un mois de réflexion. Et il se trouve que pendant ce mois, elle est miraculeusement tombée enceinte. Mais complètement miraculeusement. Et maintenant, ça fait 6 mois et personne ne sait encore l'expliquer. Et on a des échos qui sont super. Et elle est super. Des échographies. Elle est même au-dessus des normes. Elle est incroyable. Comment vous vous rappelez du moment où vous avez appris ça y est, votre épouse était enceinte?
Bon, c'était une demi-surprise parce que on s'est dit, puisqu'en septembre on a vécu cette fausse couche, et pourquoi pas essayer naturellement. Et donc, elle s'est monitorée en décembre dernier. Elle a regardé, sur son cycle, à quel moment est-ce qu'il fallait tenter une expérience naturelle, et on l'a fait. Et donc derrière, elle s'est auto-monitorée avec des tests de grossesse tous les jours pendant 2 semaines, jusqu'à voir la petite barre apparaître de plus en plus foncée, jusqu'à faire une première prise de sang, puis une deuxième, puis une troisième, et puis en fait, à un moment donné, ça a été confirmé. Donc ouais, on a mis du temps à se l'avouer, et puis il y a tout un délai avant on puisse avoir une fausse couche, etc. Donc c'est assez long. On dit toujours qu'il faut attendre au moins le premier trimestre. Nous, ça a été encore un peu plus, mais voilà, aujourd'hui, au bout de 6 mois, on a une petite crevette qui nous attend en septembre prochain. Beaucoup de messages sur le www.johanrock.fr. Jocelyne, une bonne nouvelle, félicitations Mathieu. Cathy qui écrit belle histoire. Caroline, la vie est toujours un combat. Quant à Isabelle, je pense que dans ce parcours, c'est le mental de Mathieu et sa chérie qui a joué et leur amour partagé. Est-ce que vous pensez que ça va faire de vous un père différent, plus aguerri, parce que vous avez dû combattre, lutter pendant ces 4 années, là où d'autres arrivent à avoir un enfant presque en claquant des doigts, même si c'est pas en claquant des doigts que ça se fait un enfant, mais bon. Non, mais l'expression est bonne parce que c'est vrai, et d'ailleurs, moi je l'ai jamais vécu comme ça, mais je sais qu'elle a souffert de voir ses amis tomber enceintes quasiment en claquant des doigts. Je veux dire, à un moment donné, c'était difficile, quoi. Il y a même des gens qu'on a dû arrêter de voir parce que elle pouvait plus, enfin psychologiquement c'était trop dur de voir les ventres grossir, les conversations tourner autour de ça et se dire mais en fait moi je suis exclu de ce rêve c'est un rêve d'une vie, hein. La concernant c'est vraiment un rêve d'une vie, enfin donc il y a des choses qui ont été terriblement difficiles à vivre de sa part, et c'est toujours douloureux de devoir l'accompagner dans ces moments-là. Et aujourd'hui, c'est un soulagement pour tout le monde de pouvoir partager ces moments de bonheur. Et oui, je pense que je serais un père différent. Je sais pas si je serais un père différent. Je pense que comme tous les papas, j'ai envie d'être le meilleur père du monde. J'ai envie d'être impliqué. Je pense déjà. Vous savez, il y a une question qui est très souvent posée en interview, qu'on pose, qui est très connue. Qu'est-ce que vous diriez à vous-même, enfant ? Quels conseils vous donneriez pour vous aider dans la vie ? Bon. Alors forcément, c'est une question que je me pose pour elle, pour la petite qui va arriver, puisque c'est donc une fille. Je me dis, qu'est-ce que je peux essayer de lui donner comme conseil pour essayer de la faire grandir, avancer, comprendre le monde, lui donner des codes plus rapidement, enfin voilà. Et j'en suis arrivé à la conclusion que, à part l'entourer de beaucoup d'amour et de lui donner des bases, une bonne éducation, et des bons codes pour avancer, elle fera son histoire comme elle a envie de le faire. Comme on a chacun créé notre propre histoire avec les bases et les codes et ce qu'on a pu avoir comme héritage. Voilà. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci Mathieu d'être venu nous raconter ce long parcours. Et j'ai appelé ça un miracle. Appelons ça le miracle de la vie, puisque finalement personne n'arrive à se l'expliquer. Ah bah c'est complètement une petite miraculée. Je pense que son deuxième prénom, ce sera Miracle, c'est sûr. Réfléchissez quand même. Merci Mathieu. Merci Johan, bonne soirée et bonne soirée à toute la communauté. Salut. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. C'est comme ça que ça se passe chaque mardi soir, je vous le disais tout à l'heure, entre rire et larmes, joie, et puis de la lumière dans cette émission, ça fait jamais de mal. 07 56 85 55 85, si vous souhaitez réagir aux témoignages que vous entendez tout au long de cette émission, ou si à votre tour vous avez envie de venir vous raconter. Vous êtes peut-être au courant, j'ai sorti la semaine dernière le nouvel épisode d'un podcast, Heure Indue, c'est le journal d'un insomniaque, en l'occurrence moi, un journal qui raconte le récit d'une nuit passée avec une artiste pour cette fois-ci, Douli, comédienne, stand-up
trompeuse pour ne pas la nommer, et je vous avais envoyé une petite newsletter dans le courant de la semaine dernière. Certains d'entre vous m'ont fait des retours par mail sur cet épisode qu'ils ont écouté. Tiens, Isabelle par exemple m'a écrit: bonsoir Johan, je viens de terminer l'écoute de l'émission Heure Indue avec Douli, une émission différente mais tout aussi intéressante. Vos questions toujours bien placées, pertinentes. Également, j'ai beaucoup aimé en savoir plus sur vous grâce aux questions de Douli auxquelles vous y répondez à ma plus grande surprise. Vous êtes toujours mystérieux. J'en redemande. Bisous cher Johan, prenez soin de vous. Signé Isabelle. Mais merci beaucoup Isabelle. Si vous souhaitez découvrir ce podcast un peu différent de Juste avant la nuit, le lien de l'épisode est à retrouver sur le www.johanrock.fr ainsi que sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Heure Indue. C'est au singulier. Allez, tiens, un dernier message avant de se quitter. Cette fois-ci, c'est Anne qui me l'a écrit. Un petit bonsoir, m'écrit-elle. Je suis en Côte d'Opale, privé de réseau Internet par SFR depuis 3 points de suspension. Je suis face à la perfide Albion. J'apprends à écrire un email depuis un changement de téléphone. Jeudi, une connaissance m'apprendra à visionner les 3 réseaux que je consulte. Que vois-je depuis ma fenêtre, m'écrit Anne. La mer et l'Angleterre par beau temps. Et de ma chambre à coucher, un rosier ancien, en fleurs depuis hier. Les champs de colza verdissent, du jaune, du rouge, des coquelicots qui se décident à fleurir. Il fait moins chaud et la lumière toujours aussi belle sur la mer et les champs. La Côte d'Opale est la plus belle. Bonne soirée à vous. Je pense encore plus aux auditeurs qui n'ont pas Internet. Vivement juste avant la nuit, à la radio. Signé Anne. Merci Anne pour votre joli message. Mardi prochain, en principe, je vous réserve une petite surprise. Je peux pas trop vous dire quoi, mais à partir de 21h, vous verrez. Vous verrez plus que vous n'entendrez. En attendant, vous pouvez retrouver le podcast et le replay de Juste avant la nuit dès demain 18h sur toutes les plateformes de streaming ainsi que sur mon site www.johanrock.fr. C'est un plaisir d'avoir partagé ces 2 heures en votre compagnie. On remet ça donc dès la semaine prochaine, mardi 21h. En attendant, je vous souhaite une bonne nuit. Faites plein de choses. Profitez de la vie. Ça passe si vite. Et à mardi 21h.